Je vais démarrer. Ouais. Je suis très content de vous accueillir pour ce webinaire afin de parler de l'adaptation de sa stratégie d'entreprise. Donc, je m'appelle Marc Adamovitch. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Alain Tally. Nos parcours ont comme point commun d'avoir exercé des responsabilités tant à la fois comme dirigeant salarié, mais également comme chef d'entreprise. On a commencé nos carrières professionnelles dans le marketing. Et puis, on a occupé des postes de direction dans des groupes. Ensuite, on a fondé des startups. On a proposé des services innovants. Et depuis quelques années, on accompagne des patrons d'entreprise pour les aider à développer leur boîte. Depuis le début de la crise du Covid, beaucoup de chefs d'entreprise avec qui Alain et moi parlons nous disent ne pas réussir à se projeter dans le moyen terme. Certains avouent même que leur horizon, c'est plutôt la semaine, et ce, en raison des conditions de marché qui jouent aux montagnes russes. Donc, avec Alain, on s'est dit que en cette période d'incertitude, il faut revenir à une démarche simple et intuitive d'analyse stratégique, une approche très pratico-pratique qui permet de prendre les bonnes décisions pour s'adapter vite, tout en fédérant ses équipes et en les rassurant. On a donc imaginé une méthode qui est le fruit de nos regards croisés et de nos expériences dans les entreprises où nous intervenons, et c'est ce qu'on propose de partager avec vous ce matin. Alain, est-ce que tu peux indiquer les questions que nous nous sommes posées pour élaborer notre méthode? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Je vais juste demander, Marc, que tu remettes l'écran voilà, en majeur. Alors, dans nos échanges, en fait, il y a 3 grands types de difficultés qui nous ont été remontées dans les enjeux d'adaptation de vos stratégies. La première difficulté, c'est il y a une nécessité évidente de revoir ces business plans, mais le problème, c'est sur quelle hypothèse, quelle vision de marché et avec quel scénario, quand on n'arrive déjà pas à projeter un budget fiable à quelques semaines. La deuxième difficulté, c'est que oui, revoir son business plan et sa stratégie, ça paraît clairement comme une nécessité aujourd'hui, mais ça prend du temps. Et très souvent, ça fait appel à des méthodes et à des outils qui sont un peu compliqués, un peu théoriques, parfois un peu hors sol. Et la troisième difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner un cap clair et mobiliser ses équipes sur des plans d'action qui peuvent changer d'une semaine à l'autre. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, dans notre approche, c'est on va accepter l'incertitude et on en fait même le moteur de votre réflexion et de votre processus de décision. Alors, en fait, ce qu'on a développé, c'est une sorte de recette maison où nous avons été chercher des recettes existantes qu'on a un peu twistées. On a pris des outils d'analyse stratégique classiques et éprouvés, qu'on a mélangé avec des principes de décision et d'action qui sont très entrepreneuriaux, que certains d'ailleurs ont théorisé sous le terme d'effectuation. On y reviendra peut-être plus tard dans ce webinaire si ça vous intéresse. Et puis, c'est aussi le fruit de nos expériences, de nos astuces, de nos passages dans les grands groupes et dans les PME et les TPE. Et on a cherché à ce que cette méthode recette comporte 3 caractéristiques pour répondre aux difficultés que je vous ai évoquées il y a quelques instants. Donc, la première, c'est qu'elle soit robuste et rigoureuse, tout en étant très orientée vers les actions. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle soit intuitive et donc utilisable par des équipes opérationnelles, en d'autres termes, par des personnes qui ne sont pas des spécialistes du planning stratégique et de l'analyse stratégique. Et enfin, troisième caractéristique, que cette méthode donne mieux et permette de générer des plans d'action qui soient révisables chaque fois que nécessaire pour s'adapter vite à un contexte changeant. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un cadre de réflexion qui vous permette d'exploiter au mieux votre bon sens, votre connaissance de votre marché, de votre entreprise, votre imagination, celle de vos collaborateurs, et non pas de vous proposer un cadre qui va brider et contraindre tout cela. Donc, Marc va maintenant vous décrire la structure de cette méthode et ses principales étapes. Alors, effectivement, notre méthode comporte 6 étapes. La première, on l'a baptisée « Découper sa boîte en boîtes ». Cette étape, elle consiste simplement à simplifier les problèmes qui apparaissent pour mieux les comprendre. C'est une approche facile à utiliser, qui a fait ses preuves, et Alain, dans quelques instants, va vous expliquer cette partie. La deuxième étape consiste à analyser toutes les conditions de marché qui changent pour chacune de ces boîtes. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'un changement génère des difficultés ou plutôt des opportunités?
Et il faut donc bien décrire les changements pour analyser leurs impacts tant que les conditions du marché ne seront pas stabilisées. À la troisième étape, vous allez imaginer des solutions pour chaque problème identifié. C'est ce que les anglo-saxons appellent le problem solving. Là, on est sur une mécanique simple. Volontairement, pour chaque changement de marché, vous allez imaginer quelles sont les actions à envisager dans votre entreprise et quels efforts vous devrez déployer. Alors, évaluer la faisabilité pour chaque solution imaginée, c'est à cette quatrième étape qu'on mesure les bénéfices de la solution envisagée, comme de ses risques. Et comme les conditions de marché sont changeantes, on risque d'avoir des idées d'action contradictoires. Donc la cinquième étape permet à la fois de sélectionner et de prioriser les meilleures actions, mais aussi de faire un choix si vous avez deux propositions divergentes. Et enfin, une fois que vous avez décidé quelles actions vous alliez mener, il faut les intégrer bien sûr dans un plan d'action. Tout l'intérêt de la dernière étape, c'est de vous montrer comment adapter facilement le plan d'action dès que les conditions de marché bougent. Donc, je laisse Alain détailler la première partie. Alors, vous connaissez l'une des célèbres citations d'Albert Einstein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. Donc, un des moyens d'aborder un problème dit complexe, c'est de le découper en problèmes plus simples. C'est d'ailleurs ce qu'on nous apprend tous à l'école, je crois que c'est au primaire. Pour résoudre des équations à plusieurs inconnues, on vous demande de découper votre équation à plusieurs inconnues en équation à une seule inconnue. C'est un peu la même démarche qu'on se propose de faire, en découpant donc votre boîte en boîte, c'est-à-dire en découpant votre entreprise en un certain nombre de fondamentaux de votre entreprise qui soient compréhensibles de tous. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Le découpage qu'on vous a proposé là, il est indicatif et très académique. En fait, il s'inspire en grande partie de ce qu'on appelle le business model Canva, et on a ajouté une attention particulière à la concurrence et à l'environnement extérieur. Alors évidemment, vous pouvez faire un découpage différent si vous pensez qu'il correspond mieux à la spécificité de votre entreprise et de votre marché. Ce qui est important dans cette logique de découpage, c'est d'une part qu'il soit intuitif pour que les personnes qui vont être amenées à travailler avec se sentent à l'aise avec. Et le deuxième élément important dans ce découpage, c'est de faire en sorte qu'il soit suffisamment exhaustif pour éviter d'avoir des trous dans la raquette dans l'analyse de la situation. Parce qu'en fait, l'expérience montre que chacun d'entre nous, on a tous nos domaines de prédilection, nos zones de confort, d'attention particulière. Et donc, en faisant cet exercice, ça doit vous forcer à tout regarder, même ce que vous aurez tendance naturellement à délaisser. Alors, je vais vous épargner l'explicitation détaillée des 10 boîtes dont on a parlé à l'instant, parce que ce n'est pas du tout adapté à un format webinar, mais on vous enverra à l'issue de ce webinar un document, une sorte de boîte à outils, où chacune de ces boîtes est décrite de manière détaillée, et avec en particulier une liste de questions que vous pouvez vous poser pour chacune d'elles. Je vais quand même prendre 2 boîtes pour illustrer un petit peu la démarche. La première, c'est la boîte consommateur client, où là, la meilleure manière de caractériser donc, un marché du point de vue de la demande, en fait, c'est de regarder 3 dimensions clés. La première, c'est les besoins, ce qui est nécessaire à votre client, ses attentes. Par exemple, dans le domaine des transports aujourd'hui, il faut maintenant se déplacer en respectant les gestes barrières et le besoin a donc évolué. Deuxième variable, c'est on regarde les usages. Quels sont les comportements concrets en termes d'achat et de consommation par rapport aux besoins? Si on reprend l'exemple des transports, l'usage du vélo se développe pour répondre à ce besoin de respect de la distanciation lorsqu'on se déplace. Et troisièmement, la troisième variable, c'est probablement la plus délicate, la plus subtile, c'est ce qu'on appelle les attitudes. C'est en fait ce que les gens pensent et ressentent des solutions qui leur sont proposées pour satisfaire leurs besoins. Alors souvent, ces attitudes sont cohérentes avec les usages et les besoins, mais pas toujours. Si on reprend l'exemple du transport et l'exemple du vélo, il y a des gens aujourd'hui qui se remettent à faire du vélo, mais qui sont contraints et forcés par les circonstances, mais qui n'aiment pas ça. Et donc, ces gens-là sont dans un usage du vélo, mais demain sont potentiellement de futurs abandonnistes. Et donc, on voit bien ici sur un exemple très simple que l'observation conjuguée et indépendante de ces 3 paramètres
permet assez vite d'aller comprendre les enjeux d'évolution future de la demande d'un marché. Deuxième boîte dont je voulais rapidement parler, c'est ce qu'on a appelé les ressources. Ça a vocation à plutôt déterminer, délimiter ce qu'on appelle plus classiquement les actifs immatériels. Et dans le contexte actuel, ce qui est important avec cette boîte, c'est de regarder les savoir-faire et les ressources clés de l'entreprise en termes de points forts et points faibles et d'identifier les gaps potentiels que la crise peut générer. Un autre exemple que beaucoup de gens connaissent, donc les enseignes de restauration aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de savoir si elles ne vont pas avoir besoin de monter en compétences métiers et en savoir-faire dans le domaine de la livraison et ou de la vente à emporter. Donc voilà les deux étapes, les deux boîtes que je voulais illustrer. Je vais laisser maintenant Marc vous parler de qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameuses boîtes. Alors, une fois que vous avez identifié vos boîtes, vous allez identifier les conditions, les changements de conditions de marché pour chacune de ces boîtes. Et à chaque fois que vous décrivez un changement, qui soit avéré, qui soit naissant ou potentiel, essayez d'être le plus factuel et neutre possible. Quel est le changement que vous constatez? Qu'est-ce qui se passe concrètement dès maintenant? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans un futur proche en fonction des événements que vous connaissez déjà? Ne vous contentez pas des signaux forts, regardez également et repérez les signaux faibles. Donc, il faut aller à la pêche aux informations. Si je reprends l'exemple de la boîte Conso Client, une des meilleures sources d'informations pour vous, c'est d'interroger les clients sur leurs besoins. Il faut également que vous interrogiez vos fournisseurs et vos partenaires. Et si vous avez l'habitude de le faire, faites-le encore plus en ce moment. L'un des enjeux principaux dans cette étape, c'est d'envisager un changement, un champ des possibles très large, de regarder la crise dans les yeux en étant lucide sur les effets potentiels. Donc, ne vous censurez pas sur certains changements. Mieux vaut envisager un changement de marché que de le censurer. Et vous pourrez toujours invalider une hypothèse plus tard. Pour chaque changement que vous allez identifier pour votre entreprise, vous allez indiquer l'impact potentiel de ce changement. Donc, première question à se poser, est-ce qu'il faut prendre les choses comme une opportunité ou une menace? Je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Mon Spécialiste Auto, qui propose un service d'inspection automobile pour les professionnels et dont les clients sont notamment des concessionnaires automobiles. Le 16 mars 2020, leur chiffre d'affaires est passé à zéro. Tout avait fermé. Les dirigeants ont décidé de profiter de cette période morte en termes d'activité pour décrocher leur téléphone et appeler tous leurs clients et surtout tous leurs prospects en leur disant « on va vous aider à préparer la reprise et on va, selon ce que vous allez nous suggérer, recruter plus de ressources et les former ». Et depuis 3 semaines, ils bénéficient à plein régime de la reprise parce qu'ils ont anticipé et qu'ils ont fait un travail préparatoire en prenant vraiment cette crise comme une opportunité. Une des deuxièmes questions à se poser, c'est est-ce que l'impact est passager ou durable? Par exemple, contrairement à ce qu'on pense, l'e-commerce, depuis le début du confinement, a baissé de 26%. C'est-à-dire que les dépenses par carte bancaire ont baissé de 26% quand on se réfère au début de l'année. Mais il y a 2 segments qui ont triplé leur activité en e-commerce, c'est l'alimentaire et le bricolage. Et tous ces sites ont constaté une arrivée massive des clients seniors, beaucoup plus que ce qu'ils avaient l'habitude de voir dans les autres périodes. Donc, une des questions que doivent se poser ces distributeurs alimentaires et bricolage, c'est est-ce que c'est un phénomène passager ou durable? Et est-ce qu'ils doivent adapter l'achat en ligne spécifiquement pour la cible des seniors? Une des troisièmes questions à se poser, c'est la probabilité qu'un scénario se réalise. Est-ce que c'est une probabilité forte ou pas? Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser et comme le disait Alain, à l'issue du webinaire, on vous enverra des suggestions de questions pour chacune des boîtes, ce qui permet de rentrer en profondeur dans l'analyse. Et maintenant, Alain va vous présenter la 3e étape avec le problem solving.
Alors, vous avez identifié et caractérisé les changements de conditions de marché. La troisième étape, c'est d'imaginer les actions-réponses en face de ces changements, mais selon un schéma très basique de problème-solution, mais en y ajoutant une règle d'or qui peut paraître anodine et subtile, mais qui ne l'est pas en fait, c'est réfléchissez à ce que vous pouvez faire versus ce que vous devriez faire. On ne va pas passer du temps à réfléchir à ce qui serait bien d'avoir, mais on va passer du temps à réfléchir à ce que l'on peut faire avec ce que l'on a ou ce que l'on pense pouvoir avoir. Je vous donne un exemple récent. Michelin, Michelin produit du caoutchouc et a des imprimantes 3D. Ce qu'ils ont fait dans la crise très rapidement, ils ont fait des masques en caoutchouc en impression 3D. Ils n'ont pas cherché à faire autre chose. Au-delà de cette logique de pensée, on vous propose 3 principes qu'on vous recommande dans cette étape. Le premier principe, c'est un principe d'agilité. Une action peut répondre à plusieurs changements à la fois et un changement peut suggérer plusieurs actions différentes. De la même manière, un changement de conditions de marché dans une boîte peut trouver sa réponse dans une action qui concerne une ou plusieurs autres boîtes. Par exemple, l'industrie automobile va probablement faire face à une baisse de la demande. Et donc ça, c'est un changement de conditions dans la boîte consommateur-client. Mais ils vont plutôt jouer sur les conditions de paiement, les offres tarifaires, donc la boîte commerciale, pour avoir une action-réponse par rapport à cette situation. Et c'est ce que fait Honda aujourd'hui avec Yaris, où ils ont une proposition dans le cadre de campagne télé à l'heure actuelle, où c'est globalement acheté maintenant et payé en 2021. Deuxième principe, à ce stade, il ne faut pas hésiter à sortir du cadre. Ce n'est pas parce que l'on respecte et qu'on s'impose un principe de réalité que l'on doit manquer d'ambition, d'audace et de créativité. Un autre exemple, celui de PSA, qui, au moment du confinement, a vu ses usines s'arrêter et a imaginé très vite et mis en œuvre la production de respirateurs artificiels. Et en faisant ça, ils ont tout simplement réinventé pour l'occasion l'objet et la finalité de leurs principaux actifs industriels et humains. Troisième principe, pensez tout de suite conditions de faisabilité. Est-ce que c'est pour tout de suite ou pour plus tard? Est-ce que c'est avec des nouveaux moyens? Quelles sont les autres boîtes à solliciter? Est-ce qu'il s'agit de faire ça seul ou avec d'autres partenaires? Les solutions collaboratives en temps de crise sont intéressantes à considérer parce que ça permet de mobiliser des ressources que l'on n'a pas rapidement avec d'autres partenaires. Et vous avez vu beaucoup de logiques d'alliance se mettre en œuvre dans les dernières semaines et ça va perdurer. Je prends 2 exemples. Dans la distribution, où des plateformes de livraison à domicile ont commencé à livrer des produits d'enseignes alimentaires. C'était le cas de Deliveroo avec Franprix. Et de la même manière, Franprix a commencé à référencer des produits Decathlon. Donc, attention à ce stade, quand on parle d'imaginer les conditions de faisabilité, il s'agit de caractériser quelles sont les conditions de mise en œuvre. Il ne s'agit pas d'évaluer. Vous n'êtes pas encore en train de juger. Vous générez des idées d'action, donc il ne faut pas se censurer. Donc, normalement, là, dans cette étape-là, vous allez lister, vous avez une liste d'idées d'action et les 3 étapes suivantes qu'on vous propose vont vous permettre progressivement de les évaluer, de les prioriser et de les améliorer pour ne garder en fait que le meilleur. Donc, je repasse la parole à Marc pour vous parler de ces étapes-là. Donc effectivement, une fois que vous avez identifié les solutions, vous allez devoir les évaluer et les caractériser selon des critères très concrets et opérationnels, et toujours selon les critères d'effectuation. Avant de prescrire un médicament, un médecin, il évalue le rapport bénéfice-risque. Il se pose la question s'il doit administrer un médicament à son patient et est-ce que les effets secondaires du médicament sont finalement pas plus dangereux que le médicament lui-même. Donc, vous allez faire la même chose en fait sur les solutions que vous avez imaginées. Vous allez systématiquement évaluer le rapport bénéfice-risque. Et donc, vous allez vous poser des questions qui sont « qu'est-ce que je gagne si ça marche ? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre si ça ne marche pas ?» C'est le principe de la perte acceptable. Qu'est-ce qui va arriver si je décide tout simplement de ne rien faire? Et quelles sont les conditions à réunir pour que cela ait une chance de marcher? Ce sont les facteurs clés de succès que je dois analyser. Je vous prends l'exemple très simple d'un restaurant. Il est fermé pendant le confinement. Il décide de se lancer dans la vente à emporter pour compenser sa fermeture et donc essayer de récupérer un peu de chiffre d'affaires. Donc évidemment, ce qu'il va espérer, c'est de générer du cash.
Mais le risque pour lui, ça peut être de donner une très mauvaise image de son restaurant s'il ne maîtrise pas la logistique et s'il effraie ses clients à domicile parce que les livreurs ne respectent pas les gestes barrières. Ensuite, il s'agit de déterminer la nature de l'impact. Est-ce qu'on est sur une échéance court, moyen ou long terme? Quel est l'objectif principal? Est-ce que ça renforce ou pas ma stratégie d'entreprise ou est-ce que c'est juste une action opportuniste? Si je prends l'exemple de Blablacar, pendant le confinement, ils étaient quasiment à l'arrêt en termes d'activité. Ils ont pris la décision de lancer une application qu'ils ont fabriquée très vite pendant le début du confinement, une application qu'ils ont baptisée Blabla Help. L'objectif, c'était de faire en sorte que leur communauté puisse s'entraider les uns les autres. C'était un objectif tactique. Ils ont souhaité renforcer leur image de marque auprès de leurs utilisateurs, qui sont le principal actif de l'entreprise. Et puis, ils voulaient également donner un sentiment de fierté d'appartenance à leurs collaborateurs. Ça ne va pas générer de revenus à court terme, ça n'en générera pas à long terme. Donc, on n'est pas sur un aspect stratégique dans cette solution-là, mais c'est plutôt très tactique pour continuer à exister et à faire vivre sa communauté. Puis, dernier point, il faut évaluer la faisabilité. Est-ce que vous êtes sur une action qui est de l'ordre d'un sujet que vous maîtrisez déjà? C'est une simple amélioration. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans une innovation, une transformation, voire un pivot stratégique? Et dans ce cas-là, évidemment, il faut savoir si vous avez confiance dans la capacité de vos équipes à délivrer quelque chose qui va être assez nouveau. Je reprends mon exemple simple du restaurant. S'il décide de faire de la vente à emporter, il faut qu'il ait en tête qu'il faut qu'il adapte un certain nombre de choses qu'il avait l'habitude de maîtriser, mais sur lesquelles il va falloir quand même un peu faire des changements. C'est adapter ses recettes, acheter des emballages spécifiques pour le transport, etc., etc. Voilà. Je vous illustre cette quatrième étape avec un autre exemple, qui est celui de Doctolib. Tout le monde connaît Doctolib pour son offre sur la prise de rendez-vous chez les médecins, mais en 2018, cette société a décidé de se lancer dans un nouveau service qui est la téléconsultation. En France, il existe plus d'une cinquantaine d'entreprises qui proposent des plateformes de téléconsultation et jusqu'avant la crise, Doctolib en fait n'arrivait pas à émerger sur ce service. Les dirigeants de Doctolib ont été très opportunistes puisqu'en fait, ils ont profité de cette crise du Covid pour gagner des parts de marché. Ils ont offert leur service de téléconsulte pendant les 2 mois de confinement au lieu de le faire payer 79 € par mois. Donc, en utilisant notre méthode, les dirigeants de Doctolib ont dû se poser les questions suivantes. Quels bénéfices et quels risques? Ils ont dû analyser que finalement, le rapport bénéfice-risque leur était très favorable. La gratuité sur les 2 mois de l'offre représente un investissement limité et acceptable à l'échelle de l'entreprise, quels que soient les volumes qu'ils auraient pu faire pendant ce confinement avec des médecins qui se seraient emparés du service. Le gain potentiel, par contre, est très important parce que si ça fonctionne et s'ils se disent on peut prendre 10% de part de marché sur l'ensemble des médecins français, ça peut représenter jusqu'à 10 millions € par an de chiffre d'affaires. Il y avait un risque de bad buzz, mais qui était limité dans la mesure où ils ont pu sonder les partenaires clés avant de se lancer dans cette activité. Et puis, il y a un risque à terme qui reste encore pendant, qui est est-ce qu'ils vont réussir à transformer tous les utilisateurs gratuits en utilisateurs payants? Mais au global, dans l'analyse qu'ils ont faite, ils ont considéré que les risques étaient moindres par rapport aux bénéfices. L'impact, il est de 2 ordres. À court terme, il a fallu aller très très vite pour lancer ce service. Alors, le lancer, il existait déjà, mais en tout cas pour le propulser. Et puis, à long terme, si c'est un succès, ça s'inscrit réellement dans la stratégie de l'entreprise qui est
d'exister auprès des médecins français avec toute une série de services différents. Quels sont les efforts qu'il fallait faire? Le premier, c'est de la communication. Donc, communiquer très fortement auprès des pouvoirs publics et des médecins. Le deuxième, c'était augmenter sa capacité serveur informatique. Et puis le troisième, c'était éventuellement renforcer l'équipe. Je dis éventuellement parce qu'en fait, il y avait déjà une équipe existante qui faisait tourner ce service, mais en ouvrant les vannes à un plus grand nombre d'utilisateurs, peut-être qu'effectivement, ils ont dû prévoir des recrutements à très court terme. Donc, on vient de parler de l'évaluation des solutions. Et parfois, ces solutions qu'on imagine peuvent se marcher sur les pieds. Elles peuvent être contradictoires. Donc, Alain va vous montrer comment on les priorise et comment on identifie la situation des actions divergentes. Alors donc là, une fois que vous avez revu votre liste d'actions potentielles, vous les avez vraiment évaluées, donc probablement que vous avez commencé à les sélectionner. Cette cinquième pardon, et avant-dernière étape, et en fait, est une phase d'arbitrage classique, mais dans un contexte très particulier. C'est que comme les conditions de marché, globalement, jouent aux montagnes russes et évoluent toutes simultanément en ordre dispersé, elles sont parfois contradictoires, et donc il y a fort à parier que, in fine, vos actions vont aussi refléter ces contradictions qu'il y a au départ. Et donc, il faut que lors de cette phase, vous puissiez mettre en perspective l'ensemble de ces actions les unes par rapport aux autres, en cherchant à identifier d'un côté celles où il peut y avoir des synergies et d'autre part celles où il peut y avoir une tension ou un conflit potentiel. Donc on va prendre deux exemples très simples. Un exemple d'action dite convergente. Vous avez identifié pour votre activité une action qui consiste à simplifier votre catalogue produit, globalement pour simplifier et optimiser vos appros, et sécuriser vos appros. Et de l'autre, vous avez imaginé une autre action qui consiste à dire « je vais booster mon offre entrée de gamme parce que j'anticipe une baisse de la demande sur mon marché ». Dans ce cas-là, vous avez en fait deux actions qui potentiellement peuvent converger en une seule, qui est par exemple de marketer une gamme de produits essentiels. Et c'est pas mal d'acteurs, notamment dans la grande conso, ont mis en œuvre ou travaillent sur ce type de démarche où ils font converger en fait plusieurs objectifs en une seule et même initiative. Prenons maintenant un autre exemple aussi assez simple d'action divergente. Et je reprends l'exemple de la restauration. C'est une bonne journée puisqu'ils sont de retour parmi nous aujourd'hui. Donc, ils sont à l'honneur. En fait, mais beaucoup, pour avoir discuté de ça avec pas mal d'entre eux, beaucoup de restaurateurs sont confrontés aujourd'hui avec la divergence suivante. D'un côté, la distanciation sociale, les gestes barrières, engendrent des coûts supplémentaires dans l'exploitation et peuvent nécessiter, pour compenser cette hausse des coûts, une hausse des prix à la carte. Par ailleurs, il s'agit d'une reprise d'activité. On sait qu'il y a moins de trafic, notamment dans les centres-villes en ce moment. Il s'agit de reprendre, en fait, et de reconquérir ses clients dans une zone de chalandise qui peut être hautement concurrentielle. Et donc là, les restaurateurs peuvent être aussi incités à avoir des offres plutôt agressives au niveau des prix. Et donc là, il y a un paradoxe qui peut nécessiter un arbitrage. Donc en fait, cette étape-là, elle a pour principal objectif de vous permettre d'amener de la cohérence et de la priorisation dans le choix et l'enrichissement de ces actions nouvelles. Ils vont être en fait élaborés et imaginés, encore une fois, dans un contexte très chaotique. Et donc, cet enjeu de cohérence, il est très important. Et donc, maintenant, il s'agit, une fois que vous avez priorisé et mis en perspective les principales actions, qu'elles soient convergentes ou divergentes, de les évaluer grâce à certains critères qui sont là aussi très spécifiques à la situation que nous traversons, pour évaluer votre capacité de mise en œuvre sous contrainte de moyens et de temps. Et c'est la dernière étape qu'on va vous parler, Marc. Alors, on ne va pas vous expliquer comment construire un plan d'action. Ça, vous savez le faire. Mais comme le parti pris de notre méthode, c'est de pouvoir prendre vite des décisions en s'assurant de la faisabilité opérationnelle, il y a certains critères pour cartographier le plan d'action qui sont, nous semble-t-il, plus importants que d'autres. Le premier critère, c'est le niveau d'effort.
Si une solution envisagée nécessite beaucoup d'efforts à court terme, la question qu'il faut que vous posiez, c'est je la repousse, je décale son échéance, ou au contraire, est-ce que j'arrête d'autres actions pour vraiment privilégier celle-ci? Le deuxième critère, c'est l'échelle de temps. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle vitesse va reprendre la consommation, et dans les actions que vous allez vouloir mettre en place, il va falloir aller très vite pour coller avec le marché. Je reprends l'exemple de Doctolib dont on a parlé tout à l'heure. Il est évident qu'au début du confinement, quand ils ont eu cette idée d'offrir leurs services, il fallait que ce soit mis en ligne en quelques heures et pas en quelques semaines, parce que le risque pour eux, c'était qu'un des 50 concurrents ait la même idée et le fasse avant eux. Et donc leur coupe perd sous le pied. Donc aujourd'hui, les échéances, quand on parle de court terme, c'est moins de 3 semaines. Quand on parle de moyen terme, c'est moins de 3 mois. Donc, il faut vraiment avoir en tête cette vélocité. Et puis enfin, un des troisièmes critères pour cartographier les choses, c'est de distinguer les actions fermes de celles qui sont potentielles. Celles qui sont potentielles, c'est celles qui dépendent de matérialisation effective de certaines conditions de marché, une autorisation gouvernementale, un autre sujet. C'est ce que les anglo-saxons appellent les what's next pour parler d'actions fermes et les what if pour parler des actions potentielles. Et Alain va vous montrer en fait comment on peut adapter facilement ce plan d'action dès que les conditions de marché bougent, et également parler de l'importance des équipes. Alors, en fait, c'est quelques petits conseils dans la mise en œuvre et dans cette logique d'avoir un plan d'action révisable. Alors, le premier conseil qu'on se permet de vous donner, il est tout simple, c'est commencer par faire l'exercice vous-même, seul ou avec vos associés. Vous avez déjà réfléchi à les situations jour et nuit depuis des semaines, vous avez plein d'idées, mettez-les tout de suite en ordre ou utilisez cette méthode pour les remettre en ordre dans un ordre différent. Cela donnera rapidement une base de travail et cela va vous rassurer parce qu'en faisant cet exercice-là, vous allez en fait réduire la perception de complexité ou d'incertitude. Et le deuxième avantage de faire ça, c'est que ça va rassurer vos équipes parce qu'elles vont sentir que vous avez un cap, des partis pris, même si on est dans un environnement incertain. Et le deuxième conseil, c'est de constituer pour cette démarche-là la meilleure équipe possible avec ce qu'on a appelé vos Winston Churchill. En fait, chaque crise, et celle-là au même titre que les précédentes, remontre à chaque fois l'opportunité pour les dirigeants d'entreprise de découvrir ou de redécouvrir leurs équipes et de voir se révéler des talents qui nous bluffent dans des circonstances exceptionnelles. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément parmi vos reports directs, mais elles ont des idées, elles ont de l'énergie, elles ont de la résilience. Et donc, c'est important de pouvoir les associer à cette démarche qui va privilégier la réflexion par l'action et donc autant en profiter. Et puis, le dernier conseil, c'est le schéma que vous voyez à l'écran. En fait, il décrit les principales étapes de cette démarche qui, comme je vous l'ai dit, fonctionne en cycle. Donc, au début, vraiment, vous partez des conditions de marché, vous appliquez cette fameuse méthode qui fonctionne pour faire, en fait, délivrer une sorte de V1 de votre plan d'action. Après, vous l'exécutez, vous mesurez sa performance, et là, vous regardez à nouveau en quoi les conditions de marché ont été entre-temps amenées à évoluer, ce qui va vous permettre en fait d'ajuster à ce moment-là votre plan par écart, c'est la case analyse par écart, et de le réviser en ne changeant que ce qui doit être changé pour permettre très vite un nouveau cycle d'implémentation sans repasser par la case de l'ensemble des 6 étapes. Donc voilà les quelques conseils en termes de mise en œuvre. Est-ce que je vais laisser Marc en fait conclure sur la présentation de cette méthode pour qu'on puisse ensuite passer à vos questions si vous en avez. Alors, pour conclure, la méthode qu'on vous a présentée, bon, c'est un outil qu'on met à votre disposition, mais ça reste qu'un outil. On ne construit pas une maison juste avec des outils. Il faut un chef de chantier et les ouvriers. Donc, ce qui va être important, évidemment, c'est la façon dont vous allez vous approprier cette méthode et la partager avec vos équipes.
la crise passée, les crises passées, notamment celle de 2008, mais comme celle actuelle du Covid, nous apprennent différentes choses. Ce qu'on a retenu avec Alain, c'est que la première chose, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Comme dans toute crise, ça permet souvent aux plus résilients et aux plus entreprenants de ressortir plus forts. C'est une période d'adversité qui révélera des opportunités qu'il faut saisir. Donc, il faut se poser des questions sur les nouveaux besoins, aller chercher des nouveaux clients, bâtir de nouvelles alliances, des nouveaux deals et de nouvelles parts de marché à conquérir. La deuxième chose qu'on retient avec Alain, c'est ceux qui ne tentent rien ne se trompent jamais. C'est une période qui est propice à l'innovation et au changement, à la transformation, pas au statu quo. Donc, laisser place aux idées nouvelles, à l'innovation et à l'agilité. Et puis, le troisième point, ça nous a fait penser à Walt Disney. Walt Disney, on lui prête une phrase qui est « La meilleure façon de se mettre au travail, c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir ». Donc, les idées, la stratégie, c'est bien, mais tout est dans l'exécution. Et pour ça, il faut remettre vos équipes dans un rythme normal, parce que on voit autour de nous, beaucoup ont été déboussolés, déconnectés pendant ces 2 mois de confinement et ont beaucoup de mal à se remettre dans un rythme de boulot normal. Donc, il faut les sortir de l'isolement et les remettre en route. Voilà, on a terminé notre présentation. On va répondre à vos questions. Vous recevrez 2 emails, un avec le replay et puis un autre avec donc le support dans une version plus documentée sous forme de boîte à outils où on y a mis entre autres des questions que vous pouvez vous poser pour chacune des boîtes qu'on a évoquées dans la première partie de la méthode. Vous y trouverez aussi nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on fera tout notre possible pour répondre à vos demandes. Voilà, on laisse… Ouais. Alors, j'ai regardé pendant que tu parlais, Marc, les premiers commentaires et suggestions. Alors d'abord, il y a Jean-Marc qui nous parle d'un outil qui permet de mieux connaître ses collaborateurs, c'est Map and Match. Et effectivement, et je rebondis là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, cette méthode-là a vocation à s'articuler avec d'autres outils qui peuvent être utiles en aval ou en amont de la méthode, et c'est très bien comme ça. Florence nous pose une question qui est: quelle articulation entre réflexion individuelle et collective? Comment est-ce qu'on implique les Churchilliens pour les animer? Alors, je dirais que, en fait, cette méthode, elle a vocation à être assez, assez naturelle et assez intuitive. Et donc, en fait, ça donne la possibilité à chacun d'entre vous de la mettre en œuvre selon des process et une articulation plus ou moins élaborée. En d'autres termes, on peut très bien se contenter, si vous avez besoin d'aller vite, que vous avez une équipe courte et que vous n'avez pas beaucoup de temps et pas beaucoup de moyens, c'est vous faites l'exercice vous-même, vous arrivez avec entre guillemets, les quelques templates qu'on vous a présentés déjà pré-remplis, vous regroupez vos Churchilliens autour de la table et vous vous donnez une demi-journée pour les faire réagir et enrichir ou invalider les premiers partis pris que vous avez proposés. Ça, je dirais que c'est le premier niveau d'articulation entre la démarche individuelle et la démarche collective. Une autre approche qui peut être plus élaborée avec des itérations où là, vous allez faire travailler les équipes, par exemple par boîte, si la société le permet, en demandant à chacun de travailler sur chacune des boîtes et après vous faites une mise en commun. Vous pouvez aussi imaginer d'avoir des itérations qui vont mixer l'individuel et le collectif. Vous demandez aux gens de travailler de leur côté et après vous refaites une mise en commun. En fait, pour répondre à la question de Florence, cette méthode-là est suffisamment souple et simple pour pouvoir autoriser des articulations de nature différente qui correspondent à votre manière de faire les choses. Il y a une question de Ludivine Gloria. Nous faisons beaucoup de test and learn en ce moment et nous cherchons comment éviter la lassitude des équipes. Alors ça, c'est vrai que c'est une question clé de management. Alors, la méthode qu'on a proposée
n'évitera pas la lassitude des équipes si effectivement vous faites faire de très nombreuses fois le même exercice. En même temps, c'est une approche extrêmement puissante, le test and learn, parce que ça permet d'aller vite, ça permet de prendre des décisions rapidement. J'ai pas de réponse à ça, si ce n'est un mode de management où vous embarquez vos équipes pour les entraîner et leur montrer la lumière au bout du tunnel. Alain, est-ce que tu veux compléter? Alors, je pense qu'il y a dans ce sujet de tâtonnement qui est ce que beaucoup rencontrent en ce moment et donc effectivement c'est usant psychiquement, psychologiquement. C'est la logique des petites victoires en fait. C'est-à-dire qu'en fait à chaque étape, si vous rencontrez dans les initiatives que vous testez qui marchent plus ou moins bien, c'est de quand même essayer à chaque fois de faire ressortir ce qui a marché et ce qui peut être utile pour le futur. Alors, ça ne règle pas totalement le problème, mais ça peut permettre de l'adoucir. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question qu'on nous avait posée quand on a préparé ce webinaire et qu'on a échangé avec quelques patrons. Il y en a un qui nous avait demandé, mais est-ce que vous me recommandez de partager cette méthode et de la construire en fait avec mes actionnaires? La réponse en fait qu'on apporte à ça, c'est de dire la période de crise ne doit pas changer fondamentalement la gouvernance que vous avez de votre entreprise. Donc, si vous avez l'habitude de bien fonctionner avec vos actionnaires, oui, il faut continuer à les solliciter. Bien entendu, il faut que vous ayez fait votre homework avant, donc vous essayez de faire tout l'exercice en chambre tout seul, et puis après, vous le partagez avec vos actionnaires. Ce qui va être important, c'est que vous ayez en face de vous des gens bienveillants, parce qu'on est dans une période où on a besoin à la fois d'être challengé, mais à la fois aussi d'être rassuré. On a un commentaire ou une suggestion de Jean-Marc qui disait je suis dispo pour un partage d'expérience dans l'industrie s'il est possible de prendre la parole. Malheureusement, le format qu'on a mis en œuvre ne permet pas ce genre d'interaction et on en est désolé parce que comme il y a énormément de monde, c'est l'ergonomie du webinaire est construite de cette manière-là. Maintenant, on pourra rééchanger avec toi, Jean-Marc, si tu le souhaites, et voir comment, auprès des inscrits, on peut faire partager le fruit de ton expérience en diffusant soit un email, soit un post sur LinkedIn. Enfin, on trouvera une solution si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche et on trouve qu'elle est effectivement très, très constructive. Alors, on a une question, c'est cette méthode peut-elle venir renforcer les négociations en cours sur les APC, amélioration de la performance collective? Marc, est-ce que tu as une idée de… Désolé, mais pour Philippe qui me pose cette question, je ne suis pas un spécialiste des APC, amélioration de la performance collective, donc j'ai un peu de mal à répondre. Ce qui est certain, c'est que si c'est quelque chose qui est clé dans votre stratégie, oui, il faut l'intégrer dans la réflexion. Et puis ensuite, comprendre dans les solutions business que vous allez imaginer, que vous allez vouloir mettre en œuvre, comment ça vient impacter ces APC. Je ne sais pas, Philippe, si ça répond à votre question. Philippe, n'hésite pas à réécrire quelque chose pour qu'on puisse éventuellement développer sur ce point. Bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, soit vous avez des questions, des commentaires tout de suite. Je me permets de réinsister sur le fait que à l'issue de ce webinaire, vous aurez accès d'une part au replay et on vous enverra également un document plus détaillé que la présentation que vous avez là à l'écran. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être que tu peux, Marc, mettre la page suivante. On a oublié de la mettre. Moi, je la mets, voilà. Avec nos adresses email.
et on sera ravis de pouvoir répondre plus spécifiquement à certaines de vos questions si vous le souhaitez. Alors, Christophe pose une question qui est: à quel moment dans la méthode on s'assure que les décisions actions prises restent proches, conformes à la vision stratégie long terme de l'entreprise? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est dans l'étape 1, quand on fait le fameux découpage des boîtes en boîtes, la première boîte, c'est ce qu'on a appelé l'ADN. En fait, l'ADN, ça regroupe en fait ce que tu décris, c'est-à-dire la vision, mission d'entreprise. Et ce qu'on recommande, en fait, c'est d'avoir une forme d'itération sur cette boîte-là, c'est-à-dire de faire l'exercice en commençant par celle-là, de passer toutes les autres en revue, de voir où ça nous mène, et à ce moment-là, de se reposer la question, de se dire, est-ce que finalement, tout ce que je suis en train d'envisager est de nature à renforcer ou à faire évoluer ma vision d'entreprise? Et de cette manière-là, c'est une bonne manière, en utilisant la méthode, de faire entre guillemets, ce check de cohérence ou cette incitation à faire évoluer et à partir plutôt vers un pivot ou une transformation un peu plus importante. Alors, on a une question qui dit: pour maîtriser cette approche, est-il plus efficace de se faire aider par une formation adaptée? Nous, quand on a travaillé avec Marc sur cette méthode, on a voulu, c'était vraiment notre objectif, c'est qu'elle soit autoporteuse. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, tout dirigeant, à partir de cette méthode-là, doit pouvoir, entre guillemets, arriver sans aide extérieure à développer à dérouler en fait la méthode et à trouver des solutions. Après, il peut toujours y avoir la possibilité d'avoir un accompagnement plus précis sur cette méthode, mais voilà. Alors, d'ailleurs, la question qui suit est un peu: quel est votre rôle dans cette approche et cette méthode? En fait, on va dire qu'au départ, on est des contributeurs. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre à disposition de la communauté, de nos pairs, des chefs d'entreprise, cette approche. Et après, comme on en est à l'origine, si des gens veulent qu'on les aide à la mettre en œuvre, on peut être en mesure de le faire aussi. Voilà. Quel délai minimum pour dérouler les 6 étapes? Alors, en fait, idéalement, vous faites d'abord l'exercice en chambre seul. Ça va vous prendre le temps d'une soirée ou d'un week-end, parce que vous connaissez parfaitement votre boîte, votre marché, vos concurrents. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est tous les changements de marché qui sont en train d'arriver. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice dans votre coin, qui prend quelques heures, vous réunissez ce qu'on avait baptisé les Winston Churchill, c'est-à-dire vraiment une équipe avec laquelle vous pensez qu'il va y avoir des échanges extrêmement constructifs. Et c'est une demi-journée de travail, éventuellement 2 demi-journées de travail. Mais ça doit aller assez vite. Après, vous pouvez décider de laisser un peu maturer pendant quelques jours, mais l'ensemble, enfin, entre le moment où vous décidez de prendre à bras-le-corps cette méthode et le moment où vous dites « Ok, j'appuie sur le bouton et je vais mettre en place un certain nombre de choses », normalement, c'est moins d'une semaine. Voilà. Jean-Marc nous fait un commentaire qui dit en tout état de cause, un œil nouveau expérimenté avec recul sur l'entreprise est un plus, un accélérateur. Alors, ce qui est vrai, on ne l'a pas mentionné dans la présentation actuelle, mais on y a pensé, c'est que ce que vous pouvez rajouter pour améliorer l'efficacité de cette méthode, c'est d'injecter à un moment ou à un autre ce qu'on appelle un effet miroir. C'est-à-dire de proposer, de confronter le fruit de vos réflexions à un regard extérieur. Alors, regard extérieur, par n'importe lequel. On est convaincu avec Marc que dans le contexte actuel, il faut beaucoup d'empathie. C'est difficile, c'est dur pour tout le monde. Il y a beaucoup de stress. Et donc, quand on travaille sur des solutions qui ne sont pas faciles, un des participants parlait de cette lassitude à tâtonner, etc. C'est important de le faire avec des gens avec lesquels on se sent bien, qui sont empathiques, qui vont être bienveillants et donc qui vont vous aider de manière positive à challenger et à aider dans la maturation de cette réflexion.
Oui, donc Philippe nous donne des précisions sur APC, donc c'est la suite des accords de compétitivité pour éviter les PSE dans les entreprises. Okay. Je ne sais pas si c'est un bon outil pour le dialogue social. C'est vrai qu'on ne l'a pas construit dans cet état d'esprit. On ne l'a pas non plus testé sur ces sujets-là. Il faudrait pouvoir avoir un cas concret pour vérifier si ça peut aider. Bien. Je ne sais pas s'il y a encore des commentaires ou des questions. Oui, Jean-Baptiste dit « Merci pour cette initiative. Le délai dépend de la nature de chaque structure. » Effectivement, je peux vous dire qu'une méthode comme ça, même pour un grand groupe, pourrait faire du bien. Et dans un grand groupe, vous pourriez très bien imaginer, par exemple, sur la phase de l'identification du changement des conditions de marché, vous pouvez mettre une équipe entière pendant 15 jours sur le sujet qui va aller faire du data crunching, regarder toutes les tendances, etc. Et donc, effectivement, c'est une méthode qui peut être plus ou moins élaborée en fonction des ressources et des capacités dont on dispose. Alors, pour compléter ce que dit Alain, quand on s'est attelé à formaliser cette méthode, on a voulu quand même prendre le contre-pied des grands groupes, parce qu'on s'est dit, dans les grands groupes, ils ont des équipes très structurées pour faire un travail d'analyse stratégique, de data crunching, de révision de business plan, ce qui n'a pas le temps et l'énergie d'être fait dans une structure plus petite. Et ce qu'on appelle structure plus petite, ça va de la start-up avec quelques personnes, même à une PME où il y a quelques centaines de collaborateurs et qui fait déjà quelques dizaines ou centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, notre approche, elle est plutôt pour les startups et les PME. Et donc, l'objectif, c'est quand même d'être sur un rythme rapide parce qu'on est dans une période de crise où les choses vont très, très vite. Déjà, d'habitude, ça va très, très vite, mais là, c'est une vraie accélération. Voilà. Donc, même si vous avez ok, une taille importante, une gouvernance importante, on reste convaincu qu'on peut faire les choses rapidement. Et je reste dans mon idée de la semaine comme durée. Bon, écoute, merci pour tous ceux qui nous disent merci, ça fait plaisir. Je pense que là, on n'a plus trop de questions. N'hésitez encore une fois pas à nous envoyer par mail à nos adresses respectives des inputs, des commentaires, etc. Et puis, moi, je conclurai à titre personnel en vous disant bon courage et prenez soin de vous. Voilà. Merci d'avoir été nombreux. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, tout d'un coup, il y a encore des questions. Il y a encore des questions. Est-ce qu'on les reprend? Par des managers de transition, de crise pour impulser cette méthode, ou préconisez-vous que les équipes en place s'approprient pleinement cette méthode? Si vous avez des équipes qui sont là, qui sont présentes, dont vous avez vu pendant ces 2-3 mois, certains se sont révélés, appuyez-vous plutôt sur les équipes qui existent. Si par contre, effectivement, vous pensez que vous avez besoin d'un relais extérieur, oui, allez le chercher. Mais privilégiez l'interne. Et il y avait une autre question qui peut être problématique pour de nombreuses entreprises, c'est que les Churchill n'avaient plus le vent dans les voiles durant les dernières années de croissance, où les grands groupes recherchaient plutôt des stratèges que des opérationnels. Et c'est vrai, c'est vrai. Les Churchilliens sont des mavericks. Et les mavericks se révèlent quand le vent monte. Et donc, le vent est en train de monter et c'est tant mieux pour eux. Et donc, s'il n'était plus vrai il y a quelques semaines ou mois, l'est à nouveau et c'est très bien comme ça. Merci Jean-Séverin pour le commentaire. Si vous n'avez plus de questions, on vous remercie. Ouais. Et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.